Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons continuer en droit du travail et nous allons parler de temps de travail et de repos. Nous allons parler des durées légales du travail et on va essayer de d'aller assez vite parce qu'il y a énormément de choses à dire et j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Donc petit préambule qui est une précision pour la vidéo qui était la partie 5 où j'ai parlé de salaire et rémunération. Je voulais préciser deux, trois trucs. En fait, la rémunération en Bulgarie, le salaire contractuel, il va être calculé en fonction de la nature de la tâche à accomplir. Ça veut dire de la difficulté du travail que l'employé a à faire, ou bien du niveau de compétence requis pour réaliser la tâche. Il va être calculé évidemment en fonction de la durée du travail. Et ça, c'est un point important. Ça veut dire que, en principe, le SMIC qui est d'ordre public, l'employeur ne peut pas vous payer en dessous du SMIC. Et comme je l'avais dit dans l'autre vidéo, si vous êtes étranger, de toute façon, il y a un SMIC réel et un SMIC papier. Mais quoi qu'il en soit, l'employeur de toute façon va devoir augmenter votre revenu en fonction du travail que vous accomplissez, de sa difficulté, etc. Donc voilà, c'est bien de le préciser parce que bon, c'est évident, mais je voulais quand même le dire, sachant il y a deux méthodes de calcul en Bulgarie pour calculer le salaire. Vous avez soit un salaire qui peut être calculé à l'heure, c'est-à-dire que c'est 90% des employés. C'est-à-dire je travaille 40 heures semaine, chaque heure va être rémunérée X euros. Donc c'est en fonction du temps que je passe dans l'entreprise, du temps pendant lequel je suis disponible pour l'employeur. Donc ça, c'est la première méthode. Et la deuxième méthode, ça va être une combinaison une méthode où le salarié est un peu plus indépendant et la méthode dont je vous avais parlé juste avant. C'est-à-dire que vous avez un salaire qui est contractuel, comme la première méthode, mais vous allez aussi avoir une rémunération en fonction de la performance. C'est-à-dire qu'en général, on va avoir un salaire qui va être un salaire contractuel qui sera inférieur au salaire contractuel d'un salarié qui est uniquement payé à l'heure. Donc, on pourrait avoir par exemple quelqu'un qui va être payé au SMIC bulgare, mais par contre qui aura une rémunération qui va prendre en compte les résultats. Ça, c'est important de le savoir qu'il y a ces deux méthodes-là. Et sur l'augmentation, alors il y a deux notions. Il y a soit la notion d'augmentation du salaire qui est obligatoire, soit l'augmentation du salaire qui est possible. Donc le code du travail bulgare, discerne deux possibilités. Soit l'employeur peut augmenter le salaire dans certains cas, bon, s'il le veut, hein, bien sûr, mais vous avez une certaine liste. Donc, par exemple, je ne sais pas, s'il va évaluer l'exécution des fonctions de de votre emploi et que on considère que cela mérite une augmentation. Si on va avoir plusieurs choses, mais par exemple vous avez une promotion. Bon, en principe, si vous êtes promu, le salaire de base peut être augmenté, mais encore une fois, ce n'est pas nécessairement une obligation pour l'employeur. Par contre, il y a quelque chose qui est à noter, c'est que l'employeur doit vous payer plus s'il y a réalisation d'objectifs définis. C'est-à-dire que si vous travaillez en Bulgarie et que vous n'avez pas d'objectif particulier à signer, on vous dit voici votre tâche, vous réalisez la tâche, vous êtes payé. Bon, par contre, si on vous dit tu essayes de faire tel objectif, et si tu les accomplis, là, tu dois être rémunéré pour la réalisation de ces objectifs. On ne peut pas vous dire bon, bah voilà, vous êtes bienvenue dans l'entreprise, voici vos tâches, mais vous avez des objectifs particuliers à réaliser, mais on ne va pas vous rémunérer si vous accomplissez ces objectifs
Donc ça, c'est pas possible. Voilà, il faut le savoir. Ensuite, allons-y sur le temps de travail tout simplement. Donc, en bulgare, on a les heures normales de travail. C'est en fait les heures, qui sont, c'est-à-dire en gros, quelqu'un fait 40 heures semaine et c'est comme ça et puis c'est tout. Bon, rien de spécial là-dessus. Vous avez les heures de travail prolongées, c'est-à-dire les heures en fait supplémentaires, qu'on appelle supplémentaires. C'est quand on dépasse les 40 heures ou qu'on va dépasser les heures au niveau en fait mensuel par exemple. Bon, j'expliquerai un peu plus en détail après. Vous avez les heures réduites. Les heures réduites, je vais pas trop expliquer, mais c'est qu'en fait, si vous avez quelqu'un qui travaille en Bulgarie qui a moins de 18 ans, par exemple, il ne peut pas travailler en fait le nombre légal d'heures. Il faut qu'il soit sous un régime particulier. Et si dans tous les métiers à risque en Bulgarie, donc bon, les métiers en général difficiles ou en tout cas où il y a un risque particulier pour la santé, en fait, là, c'est aussi, il y a des heures de travail réduites. Euh, j'ai dit, oui, après, il y a le temps partiel. Ce qu'il faut juste savoir sur le temps partiel, en fait, c'est que, en gros, vous travaillez moins de 40 heures semaine nécessairement, ou si on rapporte ça au mois, une semaine de 40 heures au mois, ça fait environ 170 heures, ce qui fait que vous devez travailler moins de 40 heures semaine ou moins de 170 heures semaine. Si vous travaillez ça, vous êtes automatiquement en temps partiel, en travail à temps partiel. Et cela donne en fait un statut différent. Mais par contre, il faut dire que vous avez les mêmes droits en tant que salarié embauché à temps plein ou à temps partiel. Il n'y a pas de différence de traitement dans l'entreprise. Ça, c'est utile à dire. Ensuite, on peut parler du peut-être travail du coup vite fait le temps de travail hein. Mais j'avais dit 40 heures semaine, ce qui fait 8 heures par jour. En principe, vous avez 2 jours de repos qui ne sont pas nécessairement le samedi et le dimanche. Mais donc on peut faire tout de suite le repos, mais vous avez par exemple des obligations de temps de repos quotidien pendant la journée de travail, c'est-à-dire vous devez faire, par exemple, une pause déjeuner ne peut pas être inférieure à 30 minutes. Et en général, vous avez une pause déjeuner et 2 petites pauses qui sont en général de 15 minutes que vous allez pouvoir placer un peu comme vous le souhaitez, sauf si vous télétravaillez en tout cas, vous organisez votre journée comme vous le souhaitez. J'invite à regarder la vidéo sur le télétravail à ce sujet. Mais si vous êtes en entreprise, cela dépendra. Travail de nuit rapidement. Donc les heures de nuit, c'est comme j'ai écrit ici, c'est de 20h à 22h. En fait, si vous avez moins de 18 ans, les heures de nuit commencent à 20h. Mais donc, ça veut dire que vous serez rémunéré en supplément à partir de toute heure travaillée à 8h. Bon, ou plus. Et pour les adultes, pour les personnes majeures, ce sera à partir de 22h jusqu'à 6h du matin. Après 6h, on considère que c'est la journée. Quand on parle des heures supplémentaires, donc c'est les heures qui sortent des heures normales de travail, elles peuvent être prévues que pour certains critères que nous verrons ensuite, mais au niveau des temps de travail, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un an déjà, vous ne pouvez pas faire 150 heures supplémentaires. Si on ramène ça à une semaine, ça fait 6 heures de travail quotidien et 4 heures de travail par nuit. Et au niveau d'un mois, vous ne pouvez pas faire plus de 30 heures de travail quotidien en plus et ça fait 20 heures par nuit en heures sup. Bon. Maintenant, sur la rémunération de ces heures en fait supplémentaires, elles vont dépendre de leur qualité. C'est-à-dire que si vous faites des heures supplémentaires
En semaine, ce sera rémunéré minimum, c'est le minimum, à 50% par rapport au montant en fait de rémunération d'une heure normale, donc de votre salaire normal. Vous avez 50% pour le travail en semaine, 75% pour les jours fériés, 100% pour le travail les jours de fête nationale, 50% pour le travail en cas de calcul global du temps de travail. Donc en fait, là oui, 50% c'est pour donc le travail, c'est pour donc les heures supplémentaires, mais les autres c'est en cas de travail, c'est si vous travaillez alors que vous ne devriez pas travailler, donc eh bien les jours fériés par exemple. Maintenant le travail en heures sup, ce qu'on appelle le travail eh bien supplémentaire, le travail prolongé pardon, il ne peut être prévu en Bulgarie que pour certains cas. L'employeur ne peut pas, avec vous, décider comme ça que vous allez travailler plus, et même si vous le voudriez, parce que vous, eh bien, comme les heures sup sont rémunérées plus, vous pourriez être intéressé de faire ça. Mais néanmoins, il y a des conditions. Donc, en l'occurrence, je ne vais pas vous lister toutes celles qui ne nous intéressent pas par rapport au profil des gens qui viennent travailler en Bulgarie, c'est pas intéressant. Mais en gros, ici l'article 144 donc qui parle en fait des conditions pour autoriser le travail, les heures supplémentaires, l'overtime work. Et en fait, vous voyez que quasiment tout ne concerne pas vraiment les travailleurs, disons, étrangers en Bulgarie. Mais par contre, on peut avoir tout ce qui est les réparations d'urgence et en fait tous ceux qui travaillent dans des secteurs où il y a le fonctionnement du matériel est très important et très utile pour l'entreprise. Si on va avoir des moments des pannes, etc., là on pourra autoriser le travail supplémentaire, par exemple. Également, là, le point numéro 6 très important, pour le travail qui ne peut pas être accompli en dehors des heures normales de travail. Donc ça, c'est si en fait l'activité que vous faites nécessite une présence eh bien, à des heures particulières et ou si en fait la quantité de travail est trop importante et donc eh bien il va falloir accroître le temps de travail. Bon, sinon aussi on a les seasonal work, donc là on pense à l'agriculture. On pense notamment au tourisme, c'est-à-dire que les périodes, tous ceux qui travaillent dans le tourisme, lorsqu'il y a des périodes de forte intensité commerciale, eh bien, on peut débloquer le temps supplémentaire de travail. Et on peut avoir aussi, eh bien, dans le commerce de détail, par exemple, lorsque on a des événements particuliers, je sais pas moi, Noël, le Black Friday, des choses comme ça, où il faut préparer des stocks plus importants. Et donc les journées de travail peuvent être allongées dans ce cas-là. Sur le temps de travail, il y a un dernier élément dont je voulais parler, c'est la disponibilité. C'est-à-dire que il existe soit eh bien, le temps de travail normal, c'est-à-dire je suis au travail, je suis dans l'entreprise, je suis à la disposition de l'employeur et celui-ci me rémunère par rapport à ce qui est convenu dans le contrat. Et vous avez des heures qui seront aussi payées à un taux réduit si jamais vous êtes en disponibilité, c'est-à-dire qu'en fait, les contrats de travail bulgares peuvent prévoir des heures en fait où vous n'êtes pas au travail, mais où vous devez rester disponible, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit, par exemple, de partir trop loin du lieu de travail, vous n'avez pas le droit de couper votre téléphone, vous devez être appelable, joignable. Et ces heures-là, en fait, sont payées à un taux réduit par rapport aux heures normales. C'est important de le dire maintenant. Si vous êtes appelé et que vous venez au travail, eh bien,
vous allez effectuer un travail qui est dit effectif, c'est-à-dire que là, les heures que vous allez passer au travail si vous êtes appelé, eh bien, seront des heures payées à 50% supplémentaires normalement, c'est-à-dire comme une heure supplémentaire. Là, ça, c'était important à rajouter. Donc, on a dit en Bulgarie, 8 heures de travail journalier, 40 heures semaine. Maintenant, s'agissant du temps de travail prolongé, donc qui est le temps de travail où la durée dépasse la durée légalement définie, il faut dire que je n'ai pas précisé qu'en fait, l'employeur, il va devoir convenir avec une organisation des employés la mise en œuvre du temps de travail prolongé. En Bulgarie, je vais utiliser le terme français pour que tout le monde puisse saisir, mais en fait, vous avez aussi un CSE, donc un comité social et économique, dans les entreprises où donc en fait les salariés eh bien représentent leurs intérêts auprès de l'employeur et eh bien c'est un genre de mini syndicat dans l'entreprise en fait. Donc en fait, si jamais il y a avant la mise en œuvre d'un en fait du travail prolongé, eh bien il va falloir consulter que l'employeur consulte le CSE. Et il va falloir que lors de la mise en œuvre du travail prolongé, il y ait une instruction écrite par l'employeur qui va préciser la période de temps pendant laquelle va s'écouler le travail prolongé, les employés qui seront concernés par cette mesure, la durée, les détails qui vont concerner l'achèvement et la compensation du temps de travail prolongé. Maintenant, voyons la réduction du temps de travail. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, en gros, le temps de travail, il est contractuel. Vous travaillez X heures par jour, X heures par mois. L'employeur, en principe, ne peut pas, eh bien, réduire votre temps de travail. Donc, j'ai mis là accord ou unilatéralement. Donc, soit c'est un accord, c'est-à-dire que vous et l'employeur pouvez convenir à votre proposition ou de sa part, en fait, de réduire le temps de travail. Mais dans ce cas-là, eh bien, vous êtes tous les deux d'accord parce que, en principe, aucune des parties ne peut imposer à l'autre de réduire son temps de travail. Maintenant, il y a des exceptions, c'est-à-dire que l'employeur peut le faire unilatéralement dans certains cas. Donc, c'est l'article 138A du Code du travail. Je vais vous lire en fait les conditions. Donc, soit par exemple, vous avez une réduction du temps de travail, une réduction de la quantité de travail, une diminution de la quantité de travail. Donc, vous avez, en fait, l'entreprise n'a pas besoin de que vous travaillez eh bien, les 8 heures par jour, les 40 heures semaine. Vous avez une réduction de l'activité, ce qui fait que pour en fait préserver les intérêts économiques de l'entreprise, l'employeur peut en fait réduire le temps de travail. Ça, c'est très important de le savoir parce que eh bien, c'est possible en fait. Mais en principe, cela se fait très rarement parce que il faut démontrer, si jamais il y a un contentieux, l'employeur va devoir démontrer que eh bien, la réduction du temps de travail était nécessaire en fait à la préservation des intérêts légitimes de l'entreprise, ce qui peut être assez compliqué à faire. Donc, moi, je sais que dans les entreprises en Bulgarie, en général, ça se fait pas trop. Si jamais il y a une activité réduite, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tant pis, surtout dans les grosses sociétés, eh bien, ils vont couper par exemple les embauches, mais ils vont pas, si vous voulez, réduire le temps de travail, ça arrive assez rarement. C'est assez violent en fait, comme mesure prise par l'employeur. Ensuite, eh bien, quand même, il y a des limites à cette réduction du temps de travail, c'est-à-dire que la période maximale de temps de travail réduit sera de 3 mois dans une année civile.
Donc vous voyez, au pire des cas, en fait, ça n'est pas non plus, il peut pas réduire le temps de travail sur toute l'année civile. Et donc oui, le travail supplémentaire, eh bien, peut être réduit, parce que je vais utiliser des termes plus précis, pour l'achèvement de travaux qui ne peuvent pas être réalisés dans le temps de travail normal. Et là, il faut qu'il y ait proportionnalité au but recherché et justification par la nature de la tâche à accomplir. Donc évidemment, ça laisse un champ libre à l'employeur pour en fait allonger le temps de travail, mais il va falloir quand même que les raisons soient solides. J'ai parlé rapidement du repos tout à l'heure, mais je vais peut-être donner quelques éléments supplémentaires. Donc j'avais dit, en gros, pause déjeuner minimum de 30 minutes. Il faut que en fait le repos après la fin de la journée de travail, donc c'est l'article 152, il ne doit pas être inférieur à 12 heures. Donc minimum par jour, 12 heures de repos. Les périodes de repos hebdomadaires, eh bien, ça va être 2 jours. Mais ce sont 2 jours consécutifs. Ça, je ne l'avais pas dit. C'est-à-dire que c'est pas le mardi vous travaillez pas et le jeudi vous travaillez pas. Ça peut être le mardi et le mercredi vous travaillez pas, mais en général c'est le samedi, dimanche. Lors du calcul en fait des pauses et des repos, le repos il doit s'élever à au moins 36 heures entre les périodes de travail hebdomadaires. Et en fait, si le calcul global du temps de travail concerne le travail par équipe, le repos il peut pas être inférieur à 24 heures. Ensuite, voyons le congé. Le congé, c'est quoi? C'est donc une période pendant laquelle vous pouvez, en tant qu'employé, vous absenter du travail avec le consentement de l'employeur. Donc en général, ce qui se passe, c'est que vous allez prévoir vos congés en avance, plusieurs mois en avance, et vous allez voir avec votre manager, ou en tout cas la personne qui a la responsabilité de gérer cela, les ressources humaines, les congés. Le congé, en fait, il y a différents types de congés en Bulgarie. Donc à propos du congé, le congé, eh bien, il peut être soit payé, et en fait, c'est un droit individuel auquel ont droit tous les salariés. En principe, le congé annuel normal en Bulgarie, eh bien, il est de 20 jours ouvrables par an, mais ce droit est débloquable dans l'entreprise, en fait, quand vous avez une ancienneté minimale de 8 mois. En dessous, eh bien, vous ne pouvez pas, en principe, prendre les congés, même si ça ne s'applique pas dans toutes les entreprises. Au cas particulier, cela peut être différent. Ensuite, bon, ça dépend de la catégorie de salariés. Certains salariés peuvent avoir des congés qui vont être supérieurs à 20 jours. La durée maximale, selon les catégories, ça va être de 48 jours. Mais en général, certains peuvent avoir 30 à 48 jours de congés payés par rapport aux salariés classiques qui, eux, n'ont que 20 jours. Il y a des congés spécifiques où, en fait, pour des raisons sociales, éducatives, de loisirs, eh bien, vous pouvez demander un congé qui sera non payé, mais en fait, où parce que vous souhaitez être absent pendant une durée supérieure à la durée légale de congé, pour des raisons personnelles, vous pouvez demander un congé comme celui-ci, mais en principe, il faut l'accord express de l'employeur pour ce type d'absence. Maintenant, on va parler du droit à l'absence. Vous savez, dans le licenciement, un employeur peut licencier pour motif personnel si, par exemple, vous avez été absent de l'entreprise pendant plus de 2 jours consécutifs sans raison. Maintenant, vous avez quand même un droit à l'absence. Ça veut dire que dans certains cas particuliers en Bulgarie, vous pouvez ne pas venir travailler sous justificatif. Donc, je vais vous donner en fait ces conditions où en fait l'employeur est tenu d'excuser l'absence. Si vous vous mariez, vous avez le droit à 2 jours ouvrables d'absence. Si vous en fait faites un don de sang, vous aurez des journées d'absence, c'est-à-dire une pour le jour de l'examen du don et une pour en fait le jour suivant, c'est-à-dire que vous avez le droit à une journée de repos, de récupération après le don du sang. Si vous avez un décès d'une personne proche, vous avez le droit en fait à 2 jours ouvrables. C'est quand même pas beaucoup.
mais voilà, il faut le savoir. Ensuite, si vous êtes excusé pour des raisons juridiques, par exemple, vous avez commis un délit ou en tout cas vous êtes convoqué au tribunal, par exemple, ou au commissariat de police, eh bien vous avez le droit de vous absenter pendant la durée où il vous incombe d'aller à ce lieu. Mais ça peut aussi être pour en fait assister aux séances en tant que membre d'un organe représentatif de l'État ou pour un service de jury. Donc là, c'est tous en fait, à chaque fois vous êtes obligé d'être présent à un autre lieu qu'au travail pendant les journées de travail, eh bien vous avez le droit de ne pas être là. Il y a un point très intéressant, si vous travaillez et que vous travaillez pendant une durée légale normale, donc vous travaillez 8 heures par jour, mais c'est seulement si vous travaillez 8 heures par jour, vous avez le droit, si vous êtes en procédure de licenciement, donc si l'employeur vous licencie pour des raisons valables bien sûr, et qu'en fait, à partir du moment où vous avez reçu le préavis qui vous notifie du licenciement, vous avez le droit à 1 heure par jour d'absence, eh bien, au travail. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez ne travailler que 7 heures par jour. Eh bien, vous pouvez ne pas venir travailler 1 heure par jour au travail, ce qui est assez particulier, disons-le. Et également, eh bien, si vous avez en fait une formation particulière, les formations volontaires, par exemple, pour les protections des civils, des choses comme ça, vous pouvez vous absenter au travail. Également, vous allez avoir des absences liées à la grossesse. Également, vous allez avoir des absences qui seront liées à la grossesse, mais je rentre pas dans le détail ici, sachant que toutes les heures donc d'absence qui font partie du droit à l'absence, eh bien, sont des heures qui sont payées. C'est-à-dire que pendant les congés payés annuellement, l'employeur verse au travailleur ou à l'employé une rémunération calculée sur la base de la rémunération brute quotidienne. Pour terminer cette vidéo, nous allons voir le lieu de travail. Donc en principe, c'est quoi l'idée? C'est que votre lieu de travail est défini contractuellement, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Vous travaillez par exemple à l'entreprise dans une certaine localité et ceci est contractuel. L'employeur ne peut pas vous muter à n'importe quel endroit sans votre consentement. De même qu'il ne peut pas, eh bien, vous forcer à aller travailler à domicile, des choses comme ça. Mais l'idée, c'est qu'il y a certains cas où, en fait, l'employé peut être affecté à une autre localité, mais pour une durée qui ne peut pas dépasser un certain nombre de jours. Donc, je vais essayer de parler de ça pour terminer cette vidéo. En gros, c'est simple. Si jamais il y a un changement dans la nature du travail, l'employé, eh bien, il peut être affecté à une autre entreprise dans la même localité. Ça veut dire que sans clause de mobilité, la clause de mobilité étant une clause du contrat de travail qui dit que, en fait, l'employeur pourra vous muter dans certaines conditions, par nécessité bien sûr, dans un autre lieu ou dans un autre pays même. Mais il faut pas que la clause, pour qu'elle soit valide, il faut qu'elle soit logique, cohérente et en fait justifiée. Donc, par exemple, elle ne pourra pas être mondiale, cette clause-là. Mais sans clause de mobilité, l'employeur peut vous muter parce que, eh bien, la nature de la tâche à accomplir fait que vous devez en fait, pour préserver les intérêts de l'entreprise, aller dans un autre lieu, mais qui se rapproche de votre lieu de travail. Vous devez accepter en tant qu'employé ce changement de lieu de travail. Maintenant, les déplacements professionnels. Les déplacements professionnels, c'est simple. C'est en gros l'employeur qui vient et qui vous dit écoute, là, j'ai besoin de toi à tel endroit. Ça, évidemment, ça peut être dans le pays, pas dans le pays. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ça ne dépassera jamais 30 jours consécutifs. Tous les déplacements professionnels qui dépassent 30 jours doivent nécessiter le consentement express eh bien, de l'employé, sinon eh bien, enfin, l'employeur ne peut pas forcer les déplacements professionnels. En fait,
l'article 121.1 du Code du travail nous dit que les déplacements professionnels ne sont possibles que si les besoins de l'entreprise l'exigent. Ça veut dire que, eh bien, l'employeur doit rédiger un écrit en expliquant pourquoi, eh bien, il impose, parce que dans ce cas-là, vous ne pouvez pas refuser en fait le déplacement professionnel si c'est justifié, et il va devoir vous donner un écrit en vous disant que, eh bien, nous devons vous transférer à tel endroit parce que il y a telle action à faire et que c'est nécessaire. L'une des raisons qui est listée dans le Code du travail, c'est par exemple, vous avez une entreprise qui a plusieurs locaux et en fait, vous travaillez dans le local A, et dans le local B, il y a des problèmes d'exécution du travail où eh bien, quelque chose ne va pas. Et pour venir en appui d'un autre employé, d'un autre salarié, l'employeur va vous dire, bah, vous devez aller ici pendant 15 jours par exemple, et pour soutenir l'activité de ce local, là, vous devez accepter, en fait, vous n'avez pas le choix. Et en fait, donc oui, je disais que c'était 30 jours maximal, mais par contre, il n'y a aucune disposition légale qui va venir restreindre le nombre de déplacements professionnels dans une année civile. C'est-à-dire que vous pourriez vous déplacer 6 mois dans l'année. Le consentement de l'employé est nécessaire, évidemment, parce que vous avez quand même un lieu de résidence particulier. Quoi qu'il en soit, en tout cas, évidemment, si vous êtes en déplacement professionnel, l'employé, il a le droit à quoi en plus? Il aura le droit à sa rémunération classique, ses indemnités journalières, donc cela correspond en fait à ce que vous devez dépenser la journée. Elles sont fixées en corrélation avec le salaire minimum pour le travail. Si vous êtes à l'étranger, eh bien les frais, en fait, les indemnités correspondront au niveau de vie local, c'est-à-dire qu'elles pourraient être plus élevées ou inférieures selon le pays dans lequel vous êtes envoyé. Ensuite, vous avez tous les remboursements de frais de déplacement, donc vous n'avez pas à payer cela, bien sûr, et les allocations de logement qui couvrent les frais d'hébergement, c'est-à-dire, eh bien, si vous êtes à l'étranger ou autre d'ailleurs, eh bien, c'est l'employeur qui doit vous payer votre logement, et même en fait, c'est lui qui organisera cela. Sachant que qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse l'employé lorsque en fait l'instruction a été mise par l'employeur d'un déplacement professionnel? L'employé, il est tenu de suivre, eh bien, cet ordre, sauf si, comme je vous ai dit, le déplacement professionnel est supérieur à 30 jours, sauf si, donc il y a certains cas spécifiques, où par exemple les femmes enceintes eh bien, ne peuvent pas être déplacées comme cela. Vous avez aussi les femmes, donc qui sont des salariés protégés d'ailleurs, qui ont des enfants de moins de 3 ans, qui ne peuvent pas être déplacés sans accord écrit de leur part. Et bah, c'est à peu près tout. Je ne vais pas vous lister plus de choses, mais vous aurez compris qu'en gros, le travail, il est contractuel. En principe, on ne peut pas le bouger. Il y a une exception qui est les déplacements professionnels, mais ils ne doivent pas être supérieurs à 30 jours, sinon il faut votre accord. Et bien sûr, pour toute mutation, c'est-à-dire vraiment, là, c'est même plus un déplacement, mais c'est on vous fait déménager pour le travail. Et bien dans ce cas-là, c'est possible seulement si vous avez une clause de mobilité, puisque sinon cela constitue une modification du contrat de travail, et eh bien ce n'est pas possible sans un accord bilatéral, sans que ce soit synalagmatique. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo sur en fait la durée du travail, le repos, etc. Dans les prochaines vidéos, je pense qu'on verra le licenciement, il sera temps de l'aborder. Donc merci et à bientôt.